L'empereur de Chine et le dragon d'argent. Texte écrit par Delphine Ehrenberger, illustré par Hélène Zepfel. Il y a très longtemps, dans la Chine ancestrale, un jeune empereur monta sur le trône. Il était bon et avait le cœur noble. Son seul désir était que son peuple soit heureux et prospère. Malheureusement, il était tourmenté par les attaques incessantes des Huns qui se trouvaient dans le pays voisin. Ces barbares venaient piller les villages de Chine, assaillir les guerriers et terroriser femmes et enfants sans pitié. Il voulait les protéger, mais son armée était petite, faible et peu équipée. Il était dépassé par le nombre et l'expérience de l'ennemi. Sans cesse, il réfléchissait aux moyens de défendre la population. Fallait-il apprendre aux habitants à se battre? Cela prendrait du temps, il n'en avait pas. Enrôler plus d'hommes? Encore fallait-il en avoir. Son pays comportait essentiellement des femmes et des enfants en bas âge et des vieillards. Tous les hommes disponibles étaient déjà dans ses rangs, des plus jeunes entrant tout juste dans l'adolescence aux plus âgés qui auraient dû partir à la retraite depuis bien longtemps. Il n'imaginait pas devoir en arriver à enrôler des infirmes et des femmes, les mères de son pays, pour un tant soit peu grossir ses troupes. Devrait-il alors faire fabriquer des armes plus efficaces et plus maniables? Cela exigeait une connaissance que ses armuriers ne possédaient pas. Ériger un mur de protection sur la frontière? Mais son royaume était si vaste et il faudrait le contourner entièrement. De plus, il était constitué de nombreuses montagnes et de collines, ce qui rendait les constructions de bâtiments ardues et complexes. Il faudrait aplanir des hectares de terrain, réunir des milliers d'artisans compétents et recruter des millions d'ouvriers pour venir à bout d'une telle entreprise. Hélas, son peuple était affaibli par la pauvreté et la famine, lui faire empiler des pierres l'achèverait. Des solutions existaient, mais chacune exigeait du temps, de la main-d'œuvre et des moyens. À son grand désarroi, il manquait de tout. Jour et nuit, l'empereur étudiait toutes les idées, écoutait ses conseillers, évaluait les propositions de ses habitants, consultait les documents de sa bibliothèque royale, réputée contenir le savoir antique du monde entier. Malgré tous ses livres, il ne trouvait pas la solution à son problème. Une nuit, l'empereur, obnubilé par ses écrits, veilla tard dans sa bibliothèque. Une voix rauque et caverneuse brisa soudain le silence nocturne et le fit sursauter. En levant la tête de ses livres, il se retrouvera nez à nez avec un dragon géant à la peau argentée. La créature était incroyablement grande et s'était furtivement faufilée dans le palais. Avant de trouver la bibliothèque, il avait exploré chaque recoin de l'édifice, si bien que son long corps ondulant occupait les nombreux et larges couloirs sur les différents étages, tel un gigantesque serpent. Malgré la taille phénoménale du château, le dragon semblait occuper le moindre espace libre. Certaines parties de son corps zigzaguaient d'une fenêtre à l'autre, alors que sa queue dépassait encore à l'entrée. Il avait pu se balader à travers le dédale des pièces sans se soucier des gardes, car l'empereur avait envoyé le peu d'hommes qui lui restaient aux frontières du pays pour soutenir les villages environnants des attaques incessantes des Huns. C'est pourquoi le palais n'était plus gardé que par une poignée de soldats peu expérimentés. Pardonnez mon intrusion si tardive dans votre demeure, monseigneur, s'excusa le dragon. Mais j'ai une requête à vous présenter, je ne pouvais pas attendre que vous daigniez m'accorder une audience. À cet instant, le chef de la garde déboula par une autre porte dans la bibliothèque, avec un air paniqué. « Monseigneur, une chose monstrueuse et argentée a envahi les lieux. Il faut évacuer de toute urgence. » En s'approchant de l'empereur, le capitaine aperçut le dragon et brandit aussitôt son épée. « Arrêtez, il n'y a rien à craindre. » fit calmement l'empereur, en le stoppant de la main. « Tout ce qui vit sur mes terres a droit à mon écoute. » Perplexe et quelque peu méfiant, le capitaine résigné obéit et rangea son épée. « Parlez, noble dragon, je vous écoute. » Avant toute chose, pourriez-vous demander à vos soldats d'arrêter de me piquer le corps avec leurs lances? J'ai certes la peau dure, et je ne crains pas qu'ils m'entaillent l'épitherme, mais leurs chatouilles sont fortement désagréables, et cela me déconcentre. D'un hochement de tête, l'empereur envoya le chef de la garde transmettre l'ordre. Les démangeaisons du dragon cessèrent peu à peu. Il put commencer son entretien avec le monarque. « Vous avez toute mon attention, » assura l'empereur. « Qu'aviez-vous de si urgent à me dire ?»« Eh bien, en fait, je désire mourir. Mais pour cela, j'ai besoin que vous m'aidiez à retrouver mon nom. » expliqua le dragon.
Votre nom? Vous l'avez oublié? s'étonna l'empereur, Hélas, oui. poursuivit le dragon. Il y a fort longtemps, lorsque je n'étais qu'un jeune dragon impudent et impétueux, je vivais paisiblement dans ces contrées. Jusqu'au jour où un sorcier me jeta un sort qui me fit oublier mon nom, puis il m'obligea à partir. À cette époque, ce nom m'importait peu. Étant immortel et solitaire, il ne m'était d'aucune utilité. Je ne me sentais plus le bienvenu dans ce royaume, alors je suis parti sans regret. J'ai vécu des milliers d'années de vie, me laissant porter par les courants des océans, me nourrissant de frétillants poissons et de fruits de mer. J'ai fait de nombreuses rencontres, des gens bons, comme des mauvaises personnes, des marins, des paysans, des nobles. J'ai eu une belle et longue vie, au cours de laquelle j'ai acquis bien des sagesses. Mais aujourd'hui je suis âgé, hélas. Sans ce nom, je ne peux reposer l'âme en paix. C'est pour cela que je suis revenu dans le pays qui m'a vu naître, plein d'espoir. J'ai entendu parler de votre impressionnante bibliothèque et de vos innombrables connaissances. Je me suis dit qu'avec un peu de chance, j'y trouverais mon nom. L'empereur réfléchit tout en lissant sa barbichette. Un sorcier qui a vaincu un dragon, dites-vous? Cette histoire lui rappela vaguement un souvenir. Il se dirigea vers la salle des archives où étaient stockés les plus anciens rouleaux de parchemin. Ils étaient tellement vieux qu'une épaisse couche de poussière s'y était déposée. Après un long moment de recherche intensif, qui soulevèrent des nuages de poussière et délogèrent quelques araignées, le souverain finit par mettre la main sur un parchemin de plus de 1000 ans. Celui-ci relatait l'histoire d'un sorcier qui voulait empêcher qu'un dragon ne dévore les troupeaux de bétail d'un groupe de fermiers. Pour cela, il jeta un sort à l'animal légendaire et le chassa du pays. Le sorcier avait été accueilli en héros. Son aventure devint une légende et fort heureusement le nom retiré au dragon y était mentionné. L'empereur revint auprès du dragon, qui attendait patiemment son retour, et lui remit sa trouvaille. D'après ce document, et si je ne me trompe pas, votre nom serait Bigtuan Dejitsu, ce qui signifie corps de métal. Bigtuan Dejitsu, répéta le dragon, se délectant de chaque syllabe avec émotion, comme s'il goûtait un mets raffiné des plus savoureux. L'empereur crut même voir des larmes couler de ses yeux tellement il était heureux. oui, je me souviens à présent. C'est un tel bonheur. Dit-il soulagé du poids du sort qui s'était brisé au son de son nom. Grâce à vous, je vais pouvoir reposer en paix. Pour vous remercier de votre aide, je vais vous accorder un vœu. Demandez-moi ce que vous désirez le plus au monde. Noble dragon, tout ce que je souhaite, c'est de protéger mon peuple des attaques extérieures, qu'il puisse vivre en paix le temps de devenir suffisamment fort et vigoureux afin d'être prêt à combattre, pour que chacun puisse défendre sa vie, sa famille et ses biens. Le dragon se plongea alors dans une profonde réflexion en grommelant, puis déclara en hochant la tête. Soit, si tel est votre souhait le plus cher, je l'exaucerai. Et il s'en alla sous les yeux ébahis des soldats, qui n'en revenaient toujours pas de voir un dragon quitter le palais sans rien casser avant de s'envoler dans les cieux. Cette nuit-là, Bigtuan Dejitsu s'allongea une dernière fois pour un sommeil éternel. Il laissa ses flancs épouser les sommets chaotiques des montagnes. Il se coucha d'un bout à l'autre de la frontière qui entourait la Chine, la recouvrant avec son large corps impénétrable à la manière d'un serpent protégeant ses œufs. Lorsqu'il rendit son dernier souffle, son corps se transforma en roche. Sa peau devint sombre, dure et froide comme de la pierre. Son dos s'aplanit comme une route et ses deux crêtes dorsales se changèrent en créneaux. Ainsi naquit la grande muraille de Chine. Un travail qui aurait nécessité une centaine d'années avait été réalisé en une seule nuit. C'était pour la population chinoise un miracle. Plus aucun ennemi ne pouvait venir troubler leur vie. L'empereur fit construire des tours de guet sur la muraille. Ainsi, seule une petite portion de son armée était nécessaire pour y faire des rondes et monter la garde. Les années qui suivirent cet événement ne furent que joie, prospérité et paix. Les cultures étaient abondantes, les habitants vivaient heureux et les naissances furent les plus nombreuses que jamais. Les enfants grandissaient en apprenant les arts martiaux tels que le kung-fu, le wushu, le karaté et le tai-chi. Une fois adultes, ils apprenaient le maniement des armes pour devenir de fiers et valeureux guerriers. Les forgerons perfectionnaient leur manipulation du métal, créant des armes toujours plus légères et tranchantes. Les gens vivaient très vieux, les anciens pouvaient transmettre leur expérience, leur connaissance et leur sagesse aux jeunes générations.
Un artisanat se développa et évolua vers un art raffiné. Il était mondialement recherché pour sa grande qualité. Qu'il s'agisse du tissage de la soie, de la poterie fine, de la marqueterie, du taillage de pierres précieuses, de la création de bijoux ou de la médecine. Le pays s'enrichit de ce savoir-faire que l'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs. Il faisait bon vivre en Chine. Les siècles passèrent et la muraille, usée par les saisons, finit par s'effriter jusqu'à tomber en ruine. Mais les Chinois ne craignaient plus aucun ennemi car à présent ils étaient prêts à tout affronter. Fin.